Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission d'actu ludique qui est enregistrée en direct sur Twitch et qu'on reprend ensuite sur YouTube avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, salut le chat, salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Et cette semaine, c'est une semaine un peu particulière parce que nous étions à Essen la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Mais par contre, on a vu beaucoup de choses. Je vous mets le sommaire. On a vu plein de choses dont on va reparler très rapidement. On va vous donner nos sensations sur le salon d'Essen, ce que l'on a remarqué. On est revenu avec des bagages remplis de jeux un peu. Je crois que tu as rempli ton coffre. Mon coffre était rempli, ouais, tout à fait. J'ai pas honte de le dire. Et puis aussi plein de choses qu'on a repérées, dont on peut vous parler. Il y aura quelques autres news, mais heureusement pas tellement finalement. Tout le monde est rentré fatigué, nous aussi. Donc Ouais. il y a un petit peu moins d'actualité sur les réseaux sociaux. On enchaînera avec le tour du monde ludique, les jeux qui vont arriver dans les prochaines semaines. On en a vu plein, on fait une petite sélection. Les sorties, il y en a énormément qui sont sortis également. Il y en a plein aussi. On a fait aussi une sélection cette semaine. On n'est pas exhaustif. Les financements participatifs, quelques jeux qui nous attirent l'œil sur les différentes plateformes de financement. Et enfin, on terminera avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Il y en a eu quelques-unes aussi. Vous avez de quoi faire après avoir regardé cette émission. Vous pourrez vous lancer dans des parties et des découvertes de jeux de société. Une émission qui va être chargée. Commençons par Essen. Quel est ton ressenti, Pénélope, de ce gros festival qui a attiré beaucoup de monde cette année? On a eu une communication du Salon d'Essen nous informant que c'est le plus grand événement ludique de tous les temps. Ils ont insisté là-dessus. 193 000 personnes qui se sont réunies de 85 pays différents de ce que j'ai vu. Mais une sensation cette année de foule partout. D'habitude, Essen, il y a des halls qui sont un peu plus respirables. Et là, c'était réparti peut-être mieux. Ils avaient changé la disposition des halls. Mais du coup, il y avait du monde dans tous les halls. Et c'est vrai que j'ai eu les années Covid, mais par contre, j'ai eu aussi une année sans Covid avant, je précise. Et puis, je suis pas allée pendant l'année Covid là-bas. Enfin, il y avait, on me dit oui, c'était les années comme ça. Mais les années, la première année où j'y suis allée, il y avait pas autant de monde que là. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais. Alors moi j'étais très impressionné par le fait, c'est pas toujours la même chose. En fait, à Essen, il y a des années où ça correspond avec leurs vacances scolaires ou pas. Je sais pas ce qu'il en était de cette année-ci, mais par contre, effectivement, dès le jeudi, j'ai été frappé aussi par le nombre de personnes qui sont présentes, effectivement, et puis les files d'attente incroyables sur les jeux qui comptent, c'est-à-dire ceux qu'on avait notés. Moi, j'avais pas fait de réservation de jeux cette année-ci. J'en avais noté quelques-uns en tête que je voulais aller voir plus particulièrement, et j'ai renoncé souvent parce que je voyais des grandes files d'attente. C'est pas ce que je préfère faire moi dans les salons, donc je les ai pas faites, et très rapidement les jeux se sont trouvés en rupture. Donc on y va, mais on peut pas les récupérer toujours sur place, ce qui est normal. Ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont très attendues par les joueurs. Ça, dès le jeudi, on a toujours eu des files d'attente le jeudi, mais dès le jeudi, on avait beaucoup et un peu partout, indépendamment de quelques phénomènes comme c'était impressionnant les files d'attente sur l'Orcana. Je sais pas si tu les as vus, qui sortaient du hall, qui allaient très très loin. Incroyable. Et effectivement, des longues files d'attente sur plusieurs jeux. Moi, je me souviens de l'année où il y a eu une longue file d'attente sur Ark Nova, et c'était absolument dingue. Mais là, il y avait plein de jeux, et l'Orcana, ça dépassait toute forme de. Mais peut-être qu'il y avait beaucoup de monde à cause de l'Orcana. Il y avait peut-être des gens qui sont venus aussi à Essen parce qu'il y avait des cartes particulières à récupérer à Essen. Je sais que tout le monde en parlait. Ouais. Il y a des gens qui ont fait 1h30, 2 heures d'attente. Est-ce que tu es reparti avec tout ce que tu cherchais, tous les jeux, le coffre plein? J'avais une liste à la base de 123 jeux. En allant à Essen, je suis revenue le coffre plein, je dirais pas de combien, mais beaucoup, de jeux, et j'en ai joué, près une 25-30 sur place. Donc oui, je suis contente, j'ai beaucoup joué et j'ai beaucoup joué. Ça, c'était vraiment cool parce que, sur les derniers festivals, francophones qu'on a fait, j'avais eu beaucoup de pitch de jeux, comme je dis, des sessions pitch où pendant 1 heure de rendez-vous, on va avoir 80 pitch. Non, j'exagère, mais 20 pitch de jeux. Et là, j'étais contente d'avoir moins de pitch et plus de jeux, de vraiment se mettre autour d'une table et d'essayer, même si c'est que la moitié de la partie, de se faire un premier avis, quoi. C'est toujours important. Juste quand même, est-ce qu'il y a un ou deux jeux qui ressortent du lot pour toi, où vraiment tu te dis cela, fou? Moi, oui. Alors, j'ai pas eu dans les jeux experts, j'en ai joué pas mal. Kutnaora, Apiari, Jeans Inferno, tout ça, et aussi les 2 derniers Garfield Games. C'est pas dans les jeux experts que j'ai eu mes coups de cœur, parce que
il y en avait aucun qui se démarquait vraiment beaucoup plus que les autres et puis les conditions de festival, je trouve pas ça Ouais, idéal pour les ouais. jeux experts un peu longs. Par contre, j'ai eu deux trois vrais coups de cœur sur des jeux plus familiaux, notamment comme Sail Away, qui est un jeu de Saashi, un jeu, japonais qui était, sold out et qui n'est pas, alors j'ai pas encore joué à Nucleum, on me demande pour Nucleum dans le chat, j'ai pas encore joué à Nucleum. Et alors ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ça a été une vraie bonne, expérience et j'ai bien aimé, Fit to Print aussi, un tout petit jeu de pose de tuiles et Footprints, alors c'est marrant parce qu'il y a print dans les 2, qui est le prochain, Chili Fox game, les auteurs, que tu aimes bien, qui avaient fait Revive, Oui. vraiment très sympa. Mais c'est des jeux plus, voilà, plus familiaux, mais comme Salloway, ça a vraiment été ma meilleure partie sur le festival avec, un principe de c'est un jeu où on joue tous en simultané, c'est très rythmé et on égrène, on va il y a un petit mélange d'Awalé et de collection et c'est vraiment très, très malin et très synthétique et très, rapide à prendre en main et agréable en sensation donc allez jeter un œil à moi cet auteur je l'aime beaucoup. Voilà, c'est ça, Saashi qui a fait Get on Board notamment et plus récemment, Souviens-toi et Photographe et c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. On enchaîne avec une autre news ludique. Tu as vu passer je l'ai vu aussi d'ailleurs, un questionnaire sur les médias ludiques. C'est Lucky Duck Games qui interroge leurs Son abonnés public, voilà, son sur public. Facebook et sur leurs réseaux sociaux pour avoir un retour sur leur consommation de l'information ludique. Oui. Hop, je vous mets ça. Une enquête sur les médias ludiques, c'est dans la Gazette des Canards Chanceux, donc c'est Ouais. leur gazette, à Lucky Duck, c'est leur gazette perso et ils ont publié une enquête sur les médias ludiques. En fait, c'est surtout pour savoir, derrière, je pense, leur public à eux, sur quels médias, se renseigne leur public et il y a un questionnaire où on va vous mettre, eh bien, sur YouTube, vous allez voir quelle chaîne et il y a la liste des chaînes, YouTube et vous pouvez cocher. Alors, c'est toujours une démarche qui est un peu spéciale parce que ça, de notre point de vue, il y a une petite mise en concurrence qui est assez étrange. Mais, après tout, c'est un moyen, pour eux aussi de savoir, exactement avec qui c'est le plus pertinent de travailler, je pense aussi. Bah, sans doute, hein, probablement, c'est pour savoir comment. Puis c'est aussi par rapport à leur propre communauté, j'imagine, parce que là, on est sur leur Facebook, on est sur leur gazette, et ils ont envie de savoir les gens qui les suivent, qui sont vraiment leurs gros abonnés, mais qui, je Bien sûr. pense, ne loupent pas les informations sur leur jeu, du coup, s'ils les suivent, quels médias ils consomment, quels sont ceux qui leur correspondent le plus. Ils ont tout à fait le droit de le faire. C'est vrai que ceux qui regardent ça et qui font des médias se demandent toujours s'ils sont présents, rien que ça. Il y a l'envie Exactement. d'ouvrir l'enquête pour dire est-ce que je suis présent dans la liste? Est-ce que je fais partie des médias qui comptent? Parce que c'est une question. Moi, je suis allée voir, on y est. Voilà, c'est une question que tous ceux qui travaillent sur Internet et qui essayent aussi de faire des contenus qui sont pertinents se posent en permanence. Sommes-nous pertinents? Sommes-nous Mmh. des personnes qui comptent? C'est moi, je serais hyper curieuse d'avoir les résultats, effectivement. Eh ben Mais oui. nous Alors n'irons après, pas. on Nous voit de temps n'irons en pas temps des accéder. sondages passer, notamment sur les communautés où les gens posent la question quelles sont les chaînes que vous suivez? Ça arrive C'est très toujours régulièrement, tous les bizarre. 6 mois C'est environ. toujours Il y a bizarre. toujours des listes et naturellement, bah, on regarde toujours si on est présent à l'intérieur ou pas, si des gens nous citent. Il y a toujours Alors les commentaires qui vont derrière en disant de gens qui critiquent de manière très oui. acerbe en général les chaînes et on voit ressortir en général dans ces sondages-là des toutes petites chaînes qui sont très très appréciées et les grosses qui sont Oui, très très critiquées, ce qui est assez c'est ce classique que en réalité. c'est ce que j'allais dire. Il y a un petit effet aussi, à chaque fois de la nouveauté. C'est-à-dire que Oui. je me souviens qu'au début, j'étais très citée dans ce genre de petits sondages et maintenant un peu moins et je pense qu'on a aussi envie de citer, bah, les petites Oui, chaînes qui c'est montent, ça. Moi, je suis jamais et cité, hein, en général. c'est naturel, mais c'est du coup, est-ce que c'est pertinent? Ni quand on me citait beaucoup, ni quand on me cite, moins, je sais pas. Voilà. Tin tin tin, j'ai pas la musique. Alors, on va commencer par parler, on a pas mal tu as quelques petits jeux que tu as notés, on a évidemment vu énormément sur Essonne de Oui, choses qui sont annoncées, mais pas toujours annoncées officiellement, donc on respecte aussi, oui, chez chaque éditeur, vous savez qu'il y a un community manager, il y a une stratégie, il y a des plans de communication, donc on respecte aussi les moments où ils souhaitent annoncer leurs différents jeux. T'en as vu quelques-uns, alors on va commencer par un jeu alors que tu as vu sur Essonne, chez un éditeur francophone. exactement, à qui j'ai bien demandé: «Est-ce que je peux montrer?» et qui m'a dit: «Oui, tu peux tout montrer».
C'est chez, Lumberjack et il m'a montré, les, 3 futures sorties à venir, pour, en gros, 2024, hein. Dont Umbrella, dont on avait parlé Oui, la semaine dernière, donc ça la semaine d'avant même, donc ça c'est cool. Ça nous en fait un de moins, mais les 2 autres jeux, ce sont Solstice de Bruno, Cathala et Corentin Lebras, un chouette duo qui avait déjà fait, Lumen. oui, J'y arrivais pas. Et l'autre jeu, c'est Pocket Cats de Jonathan Auconte et Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier. Alors pour Solstice, c'est illustré par Gorobei. Et Solstice, ça sera un jeu où on va récupérer des tuiles dans une rivière avec un petit twist intéressant pour fabriquer un genre de paysage sous forme de montagne. C'est un genre de puzzle. Et quand on va scorer de différentes manières en reliant par exemple, du sol jusqu'au sommet de la montagne, si on arrive à tracer tout un chemin, hop, on marquera des points. Et puis en faisant des carrés de tuiles dans sa montagne qu'on validera avec des petites tuiles animaux. C'est très joliment illustré. Il m'a vraiment donné envie celui-là quand il m'a été expliqué. Ça a l'air extrêmement simple, extrêmement euh, intuitif et en même temps, j'ai hâte de voir justement ce que des auteurs comme Bruno Cathala et Corentin Lebras sont capables de donner comme petit feeling différent à des choses qui ont l'air extrêmement simples. C'est oui. toujours ça qui me fait envie. C'est un peu son année avec Corentin Lebras. On voit beaucoup de jeux qui Oh là sortent de là, lui oui. et qui fonctionnent très très bien. On est D'ailleurs, on content n'a pour pas lui. parlé du fair play à Essen, qui est le classement des votes des joueurs. Il y a un système pour voter pour les jeux sur Essen Oui, avec une appli. Et un jeu comme Far Away est arrivé premier des halls 5, 6, 7, 8, je crois. Donc c'est une très belle année pour Corentin Lebras. oui. En ce Far moment. Away de Corentin et Johan Goupy. Ouais. Effectivement, les gens en ont beaucoup parlé. Je crois ils avaient pas mal de boîtes, mais ça a été épuisé dès le 2e jour. Ah oui, oui. Un effet bœuf. Et donc Pocket Cats, qui est l'autre petit jeu donc de Alexandre Aguilar et Romain Gallonnier. Alors là, c'est un jeu où on va avoir 2 équipes, les chats rouges en gros contre les chats bleus. On joue à 2 et on va mettre ces tuiles vont être mélangées à des tuiles de chiens, de toutous et des tuiles de souris. Et tout ça va être mélangé, mis en carré et on va retourner les tuiles une à une et à chaque fois, chacun son tour, on va pouvoir retourner une tuile et un peu changer le placement des tuiles, réarranger. Et quand tout est retourné, on va résoudre tous les effets des tuiles. Donc, vous imaginez bien, les chiens vont aller faire peur aux chats. Donc, on chasse les chats. Et une fois qu'il y a tous les chats qui restent, on va regarder combien de souris ils arrivent à manger en fonction de leur positionnement. C'est tout simple. Pareil, j'ai pas pu y jouer, hein, donc j'ai pas d'avis particulièrement, mais c'est aussi très très, c'est illustré vraiment très sympa. J'adore la couverture, j'adore le chat sur cette couverture. Ça fait aussi envie. Donc, c'est encore plus léger, je pense, que Solstice. En tout cas, les 2 jeux, c'est des jolies sorties, je trouve. Voilà, 2 petits jeux qui vont sortir chez Lumberjack. On a d'autres jeux qui vont sortir en version française que Alors, tu as on nous noté plus dit particulièrement. Alors, il y a déjà l'un des, à mon avis, des jeux qui vont très très fort marcher l'année prochaine, qui s'appelle Harmonize, et qui sera publié par alors Libellude. attends, je rebondis juste sur Oui. ce que dit la Marina Bretonne dans le chat. Elle dit qu'il y a plein de clans de chats différents dans la boîte. Et c'est vrai, j'avais oublié. Et il est en alpha test sur BGA. Oui. Donc, Pour ceux qui ont accès à la version alpha, c'est-à-dire pas tout le monde en réalité. C'est vraiment les mordus de BGA qui peuvent déjà le découvrir. C'est souvent bien d'attendre la version bêta parce qu'il y a encore des défauts parfois sur la version alpha. Donc le jeu suivant, c'est Harmonize, un jeu qui sera publié chez Libellude et auquel on a eu tous les deux l'occasion de jouer en avant-première. Et c'est un jeu qui est comparé pas mal à Azul. Ça a été présenté comme ça, notamment sur les sites qui en parlent en premier, puisque si on vous en parle, c'est qu'on a vu des sites sortir. Je savais pas qu'on avait déjà le droit d'en parler de ce jeu-là. Alors, j'ai trouvé l'info sur internet. Oui, c'est pour ça qu'on en parle. Je ne sais pas si tu vas montrer les images, Voilà. parce que moi j'avais. Alors, ne montre que celle-là, Ouais. parce que moi j'ai été voir le rendez-vous et normalement on m'avait dit il faut pas montrer les images. Or, je les ai trouvées sur internet, donc c'est un peu spécial toujours. Donc, ne montrons que celle-là et ne montrons pas les illustrations des cartes dans le doute, parce que Ils sont très chouettes. par contre. Oui, qui sont très chouettes et qui sont de Maeva, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui.
c'est un jeu qui a été comparé à Azul où effectivement on va récupérer, on voit des groupes de petits jetons sur une tuile centrale et ensuite on va poser ces jetons sur notre plateau et en fait on va refaire un petit paysage. C'est ça qui est très très malin, c'est que ces tuiles représentent des troncs d'arbres, des feuilles, du sable, de l'eau et en fait on va les arranger de façon à en faire des écosystèmes et des motifs en 3 dimensions qui vont attirer éventuellement des animaux qui vont vouloir s'installer dans ces écosystèmes. Donc des cartes, ça remplit des objectifs et c'est vraiment très agréable à jouer. Je sais pas ce que tu en avais pensé, mais Ah oui, j'ai trouvé ça super agréable. Alors on est toujours dans cette catégorie de jeu. La sensation que j'ai eue n'est pas du tout celle d'Azul, hein, très honnêtement. Alors j'ai pas joué à 2, peut-être que ça sera on sera plus dans la confrontation si on est juste à 2 joueurs. Mais effectivement, on a un matériel qui va nous faire penser à Azul, mais derrière, on a cet aspect que j'aime bien, moi, de la construction de son plateau individuel où on essaye de se développer en fonction de nos objectifs personnels. Moi, j'avais pas tellement regardé les plateaux des autres pour les bloquer. J'avais pas joué comme ça. On peut le faire évidemment parce que dans Azul on le fait vraiment, on essaye vraiment d'empêcher les autres de récupérer pile le bon pion dont ils ont besoin au bon moment. C'est sans doute possible dans ce jeu-là aussi, mais par contre, on a cette dimension de remplir nos propres objectifs qui moi, me plaît bien. J'ai beaucoup aimé la partie que j'ai faite de ce jeu-là, et je pense que ça va être l'un des jeux dont on va beaucoup parler lors de sa sortie l'année prochaine. Tu as vu également un jeu chez Atalia dont tu souhaitais parler ? Alors là, c'est un petit jeu chez Atalia, c'est juste, je l'ai noté, on va passer une minute dessus. Oui. Ça fait partie de la collection, en fait, c'est le même format que Punto. Ces petites boîtes qu'on il y a peut Punto, transporter. il y a Go, il y en a, il me semble, il y a Donuts dans le titre, mais c'est pas le Donuts qui est sorti chez Funforge. Il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a 3 jeux qui sont sortis dans cette mini collection-là, des jeux qui se glissent dans la poche, qui sont publiés à l'origine par Game Factory, si je ne me trompe pas, et localisés en français par Atalia. Exactement, et donc c'est un jeu de Bernard Larche, je sais pas, et Uwe Rapp, illustré par Michel Albano. Et c'est pour 2-4 joueurs à partir de 8 ans. À partir de 20 minutes, c'est en gros, on va poser des cartes. Enfin, c'est toujours des jeux très abstraits avec des motifs. Et donc, je n'ai aucune idée de comment ça se joue, ni de si c'est bien ou pas. Mais voilà. J'adore le packaging de ces jeux et merci à ceux qui me corrigent, c'est pas Donuts, c'est Go Nuts et Gold qui sont déjà sortis dans cette collection. Ça sera donc le 4e jeu de la collection et voilà, j'aime bien ces petites boîtes. On a envie de les acheter même quand on connaît pas le jeu et pas très cher en général. Je crois que c'est moins de 10 € chacune des boîtes. Et maintenant, on va passer au monde parce que là, on n'était qu'en France. Devir Games. Alors Devir Games, il faut savoir que ASN justement, leur stand était plein à craquer en permanence. Ça a été un des stands les plus difficiles à atteindre pour pouvoir jouer aux actus. Le Château Blanc, il y avait Tri-Ring Circus et Bambou, dont on avait parlé dans l'émission tout au long de l'année, justement. Et donc, c'était les jeux où tout le monde faisait la queue toute la journée. J'ai pas pu y jouer, moi, personnellement. Et donc, ils ont annoncé aussi 3 nouveaux jeux ASN dont on pouvait voir la boîte. Ouais. Donc Salton Sea de David Bernal ou de David Bernal, j'ai peut-être mal écrit là, qui est un jeu qui va être un peu plus expert, on sent, et de gestion. Donc celui-ci, c'est un jeu assez expert dans lequel on va exploiter un lac salé en Californie et son activité géothermique, utiliser sa vapeur et son eau chaude pour faire du développement durable, en gros. Hein. Donc, alors ça, c'est toujours les thèmes qui me charment qu'à moitié, on ne va pas se mentir, mais c'est les thèmes en ce moment qui fonctionnent bien. Comme je dis, c'est des causes qui m'importent beaucoup dans la vraie vie, mais vraiment en thème de jeu, moi, ça me tente pas. Mais là, la couve, il faut le dire, c'est très, 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 très beau. Ça, c'est vrai. Puis ça compte. Ouais, c'est un placement d'ouvriers dans lequel on va aller chercher des permis d'exploitation, forer, extraire, réparer et transformer des machines, vendre des ressources, acheter, remplir des contrats, acheter des actions, développer, etc. Donc vraiment, on est dans du jeu de gestion, mais un jeu de gestion d'usine, enfin de géothermique autour d'un lac salé. Voilà, donc c'est original. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux sur l'écologie en ce moment, donc je sais pas. Voilà, polluons un peu. Voilà. D'ailleurs, c'était vraiment quelque chose que Essen cette année, beaucoup moins de jeux sur la nature, beaucoup de jeux sur les champignons par contre, mais ça y est, on a passé le cap des couvertures avec des arbres partout de l'année dernière et l'année d'avant. Cette année, il y avait beaucoup plus de thèmes originaux, c'était assez chouette.
Et d'ailleurs, en parlant de thèmes originaux, le suivant de chez Devir, moi, ça me fait quelque chose. C'est Rock Hard 1977. Et ça a une particularité assez marrante. C'est que c'est un jeu de Jackie Fox. Et Jackie Fox, c'est l'ancien membre de The Runaways, qui est un groupe des années 70, qui était un groupe avec Jackie Fox et Joan Jett, que vous connaissez pour I Love Rock and Roll. Et donc, elle a fait, c'est vraiment elle, juste, on voit, il n'y a que son nom, c'est l'auteur du jeu. Donc ça quand même, ça attise grave ma curiosité. Donc, on va vivre la vie d'un groupe de rock. La couve est plutôt sympa. On va répéter, on va faire des concerts, on va écrire des chansons, on va faire la promotion de son groupe. Les illustrations sont de Jennifer Ginner, et c'est aussi chez Devir, bien sûr, puisque on en est là. C'est un thème surprenant, et voilà, histoire surprenante sur ce jeu-là. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais on a hâte de le découvrir. Et puis le dernier jeu dont tu voulais nous parler, c'est Cities. Oui. Alors là, j'en sais encore moins. Je tourne ma petite page de notes, mais j'en sais encore moins sur celui-là. Juste, c'est un jeu de Phil Walker Harding. Et moi, et de Steve Finn. Avec un thème très Phil Walker Hardingien également, parce que fabriquer des trucs, construire des villes, des choses comme ça, c'est dans le style de jeu qu'il fait. Effectivement, moi, déjà, tu me l'as vendu, là. Ben voilà, c'est bon, ça y est, moi je suis un peu nulle, hein. Je suis là à dire que j'aime pas les thèmes nature, mais en fait j'aime toujours les mêmes thèmes à côté de ça. Les villes, lui, c'est très classique, hein, clairement. C'est très classique, on voit que ça, et je pourrais en avoir 18 boîtes, donc je suis vraiment pas l'exemple à suivre, mais en gros on va récupérer, c'est un city building dans lequel on va récupérer des projets et construire notre ville. Alors est-ce que c'est du tiling? Je suis en train de regarder, mais je ne suis pas sûre. Oui, c'est des building pieces. Mais voilà, j'ai moins d'infos dessus. On va suivre ça de près. Ensuite, en Allemagne, chez Osprey Games, alors j'ai mis Allemagne, mais je ne suis pas sûre que ça soit allemand. D'un coup, j'ai un doute. De Trevor Benjamin et David Thompson. Je suis sûre que c'est pas allemand d'ailleurs. Je vais aller regarder. C'est Undaunted 2200 Callisto, et vous avez bien entendu. Bah oui, 2200 sur cette série de jeux qui se passait, c'est plutôt historique à la base. Exactement, c'est la série des Inflexibles, qui sont des deck building, jeux d'affrontement à 2 joueurs sur le thème de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale ou guerre tout court d'ailleurs, je ne sais pas si ça reste que dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ben ils se lancent dans un standalone qui se passe dans le futur, en 2200. Et celui-ci ne sera pas avec des tuiles pour composer un plateau, mais avec un plateau, un vrai plateau, si j'ai bien compris. Et on va naviguer dans l'espace et se combattre. Hein. Donc ça reprend, c'est ce qu'ils disent, ça reprend le système de Inflexible, mais dans un autre univers. Voilà pour cette petite news. Ensuite, on change de pays, on va en Grèce cette fois-ci. Dreamworld, qui est une variation sur le même thème de Unconscious Mind. Alors pendant ce temps, voilà, une magnifique couverture d'Avetaïtus c'est vraiment superbe. Et donc Unconscious Mind, c'est un jeu que j'ai joué à Essen l'an dernier, que j'ai trouvé franchement un peu alambiqué et avec trop de choses et trop de surcouches, et j'en ai parlé longuement. Mais ils sortent, et c'est assez rigolo, Dreamworld, donc, qui est un jeu de cartes. Donc c'est une toute petite boîte sur le même thème, c'est le même auteur, de Johnny Pack. Donc là, on a à l'inverse le jeu tout simple, avec le même thème de jeu, dans le même univers, de Andrew Bosley et Vincent Dutray. Donc c'est toujours autour de la psychanalyse. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, on a des cartes, on va les jouer, on essaye de faire de remporter des cartes sur le centre du terrain. C'est pas encore très clair non plus, mais c'est à surveiller. Donc ça sort chez Fantasia Games, mais quand, on ne sait pas. Ils n'avaient pas de version jouable. Si, il y avait une version jouable, mais ils n'avaient pas on ne pouvait pas l'acheter sur PC. On part en Italie, chez Ludus Magnus Studio, un éditeur qui a fait des jeux en financement participatif ces derniers temps. Et cette fois-ci, tu nous parles de Haunted Lands.
Oui, alors c'est, Haunted? Je connais pas. Tu peux me corriger sur la prononciation parce que Haunted, bah, c'est comme, Harmonize, c'est Harmonize, mais j'ai pas repris parce c'est que gentil, mais bon. parce que c'est sympa. Donc, nos ancêtres ont travaillé, ont voyagé loin et avant de trouver un endroit où tout recommencer, en gros, et on est, les héritiers de ça et on arrive à communiquer avec les spectres, de la région et le futur de cette région où nous nous sommes installés repose dans nos mains. Donc c'est un jeu dans lequel on va explorer des nouvelles régions, pour, trouver des ressources, pour aider notre communauté à se développer. Mais attention, les spectres des anciennes civilisations sont toujours là pour nous hanter et nous allons devoir, en gros, essayer bah, à la fois se développer et de lutter contre les spectres. Alors, ce n'est pas un jeu coopératif, mais il se passe en. Alors, on voit il y a des images hein, du jeu. On voit un peu le plateau, mais il se passe en deux phases principalement. C'est on va explorer les terres pour aller chercher des ressources tout en combattant les spectres. Et régulièrement, on revient à la ville centrale, Kalena, pour vendre les ressources qu'on a récupérées et apprendre de nouvelles techniques pour combattre les spectres. Et j'ai trouvé que le plateau était plutôt assez engageant. Ça m'a donné envie d'y jouer. Donc, pareil, le matériel. Donc, voilà. Des fois, j'essaye de regarder parce que je connais l'éditeur ou je connais l'illustrateur ou je connais l'auteur. Et là, c'est vraiment plutôt de la pure curiosité parce que bah, j'aime bien le rendu général du jeu, à voir avec le temps. Et le dernier jeu, parce que je crois qu'il y en a encore un petit, c'est voilà, c'est juste parce que c'est Uwe Rosenberg et que, étant un de mes auteurs favoris, on est en Allemagne et c'est Portals chez Uhrwerk-Spiele. Et ça, alors là, on est dans du beaucoup plus simple, c'est du 15-30 minutes, on est dans sa famille de jeux comme Patchwork, c'est du 2 joueurs. On récupère des tuiles sur un petit plateau central et on va essayer de faire on va construire un paysage devant soi pour réussir à composer certains motifs pour marquer des points. Alors, c'est le genre de pitch qu'on a entendu 600 fois sur 600 jeux, mais comme je dis, c'est toujours le petit truc différent, soit ergonomique, soit mécanique, de la part d'un auteur qui a de l'expérience, qui va des fois faire la différence, la grande différence. On passe à la rubrique maintenant des sorties, les jeux qui arrivent dans vos boutiques. On commence évidemment par un petit jingle sur les sorties. Je vois la liste des sorties et je suis... Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis sur cette période, vraiment pas mal. Alors, on va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop en réalité. On va s'attarder sur déjà, cette semaine, je fais pas toutes les extensions, toutes les petites boîtes qui sortent en plus. Sinon, on est parti pour 1 heure d'émission. Et puis surtout, on n'a pas fait l'émission la semaine dernière. Donc, on a 2 salves de sorties sur les 2 plus grosses semaines de l'année, pratiquement. Ouais, ça va continuer encore pendant quelques jours encore, jusqu'à la fin du mois d'octobre, mi-novembre peut-être. Et après, ça va se calmer fortement, puisque c'est plus difficile de placer des jeux en boutique qui sortiraient plus tard. Les boutiques n'en ont plus l'occasion. Il y a Almost Innocent qui sort chez Matago. On l'a reçu, celui-ci juste à côté de moi. J'y ai joué, je l'ai regardé, j'ai entendu une explication. Ça a l'air vraiment assez original comme jeu, mais j'ai pas encore eu l'occasion de me lancer dans une partie. J'y ai joué il y a, pareil, dans sa version prototype, très 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 sympa. Ouais. C'est un jeu de déduction coopératif et c'est très très bien ficelé et pensé. Ça réinvente pas vraiment le genre, mais ça apporte un petit twist en plus qui est vraiment original. Ah oui, il y a de l'originalité. Si vous aimez la déduction, allez-y. On enchaîne avec Amalfi Renaissance, un jeu sur lequel on avait joué, auquel nous avions joué lors des Sabliers d'Or en début d'année, auquel j'ai pu rejouer par la suite. Je l'aime bien en fait. Sur la première partie, j'avais trouvé rude, mais on était dans une semaine qui était assez complexe en intensité, mais en y rejouant derrière, la mécanique qui est très originale, donc qui déstabilise à la première partie, elle fait partie de la richesse de jeu et elle permet des réflexions qui justement renouvellent ce que l'on ressent autour de la table. C'est un jeu que je conseille également. Oui, moi aussi.
Grand classique, Cartagena, qui revient une nouvelle fois, encore une fois, dans une nouvelle édition, Carnet d'évasion, qui a l'air plutôt joli, comparativement à d'autres versions qu'on a vues par le passé. C'est Pretzel Games qui l'édite cette fois-ci, c'est Chris Williams qui fait les illustrations, donc forcément, le niveau est assez élevé. Si vous ne l'avez pas encore, c'est l'occasion d'avoir ce classique des jeux familiaux, mais avec des petits côtés derrière quand même. On peut être vache dans ce jeu-là, donc je le conseille toujours vivement. J'enchaîne avec Casting Shadows, que je ne connais pas, qui sort également cette semaine. Castles of Madkin Ludwig et son extension, qui sort cette semaine, le jeu de Ted Aspage dont on a beaucoup parlé. Une réédition, hein. Alors, une première édition en version française. Hein. C'était jamais sorti en version française, mais par contre, effectivement, ça fait un certain temps qu'il existe en version anglaise chez Bézier Game. D'accord, ok. Alors j'ai vu Donuts dans la liste, donc est-ce que c'est cette semaine qui sort? Ça fait un petit moment que ce jeu existe. J'ai marqué non crédité sur les illustrations, mais c'est fait en interne chez Funforge. J'ai plusieurs fois, mais du coup, je sais qu'il devait sortir là. Oui, voilà. En tout cas, il est disponible si vous ne l'avez pas encore. Donuts, c'est le petit jeu abstrait pour 2 joueurs de Bruno Catala, dont il a beaucoup parlé ces dernières années et qui est enfin disponible en boutique. Chez Crime Zoom, le jeu de Stéphane Anctil a une nouvelle boîte qui sort, Mauvais Oeil, chez Aurora. Ça aussi, j'adore. Hein, les Crime Zoom, c'est mes petites boîtes d'enquête favorites. Donc, si vous aimez les jeux d'enquête et les petites boîtes, c'est vraiment une valeur sûre. Je n'ai pas joué à Expédition, le nouveau jeu dans l'univers de Sight, avec des mécaniques qui font penser à Sight également, qui sort donc chez Matago par Jamie Stegmaier. J'ai pas joué, mais j'en ai entendu pas mal de bien, et ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Sight, donc je serais curieux de me lancer dans une partie d'Expédition. Des avis très divergents, moi, de mon côté. Ouais, très divergents, des gens qui ont un cadre et des gens qui aiment beaucoup moins. C'est très différent de Sight, par contre, hein, c'est pas du tout Sight. Fantasy Realms, mais la version remix qui sort, qui redynamise encore ce jeu chez Don't Panic Game, un jeu de Bruce Glasgow. Ouais. J'avais chopé la version anglaise à Essen l'année dernière. Et ça, c'est Fantasy Realms, mais si vous n'êtes pas fan du tout de Marvel, ça va être compliqué de vraiment sentir le thème. Heredity arrive en boutique, ce jeu dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui est très attendu, qui jouit d'un bouche à oreille vraiment très très bon. J'espère que ce bouche à oreille va se concrétiser dans des ventes qui vont suivre également, parce que c'est très chouette. Excellent jeu Heredity, vraiment avec une notion de gestion du tempo et du déroulé de l'histoire qui est vraiment intéressant et original. Humanity, tu as fait une vidéo sur Humanity sur ta chaîne, le jeu de Johan Levé publié par Bombix, avec un développement qui a duré 8 ans, donc c'est aussi un événement, parce que ce jeu, on en parle depuis longtemps. Un magnifique matériel, vraiment. Alors, le livret de règles, c'est une splendeur. Ouais. Enfin, avec un cartonnage BD, c'est vraiment magnifique, quoi. Et t'as vu le nombre de sorties quand on se passionne pour le jeu et qu'on a entendu parler de tous ces jeux-là, on a envie forcément d'y jouer. Si jamais on est la personne dans son groupe qui achète les jeux, bon, ce mois-ci, il y aura pas de, on va pas manger. On va juste acheter des boîtes de jeux. C'est terrifiant parce qu'en plus c'est beaucoup de sorties importantes avec des jeux dont on parle depuis longtemps et des jeux. Enfin voilà, il faudrait avoir un budget énorme pour pouvoir tout suivre. Bah oui. Trop compliqué. Hungry Monkey, celui-ci je le connais pas. Je peux pas vous en parler spécialement. Ça sort chez Adelbar Games, c'est signé par Eric Anderson Sunden. Nous avons Kids Chronicle, la deuxième boîte de cette série de jeux d'aventure, je sais pas comment le qualifier particulièrement. C'est du jeu point and click en fait, puisque on utilise son application de son téléphone pour scanner les cartes et on va interagir avec le jeu. Moi j'adore Chronicles of Crime, qui est vraiment pour moi la version adulte. Qui est la version adulte de Kids Chronicle, et je trouvais ça hyper pertinent de l'amener dans l'univers des enfants. Alors j'entends bien des gens qui disent ah oui mais moi je veux les écarter du téléphone, etc. Mais si on veut pas utilisent le téléphone dans le jeu, ils font pas autre chose déjà sur leur téléphone et surtout ça marche très bien du coup parce que ça les attire vers le jeu de société. Aussi. Non mais surtout c'est une catégorie de jeux là, ce sont des jeux hybrides qui utilisent la tablette, voilà. Si on veut écarter, enfin je sais pas, on fait pas quand on voit des jeux vidéo, le premier commentaire qu'on fait en dessous d'un jeu vidéo, c'est pas de dire oui mais moi je veux pas qu'il fasse du jeu vidéo. C'est ça, exactement. Mais là c'est une catégorie de jeux, les jeux hybrides. Si on n'aime pas, on fait pas ces jeux-là, c'est tout à fait normal, on le comprend parfaitement. Mais là c'est le cas. Mais c'est vraiment excellent.
Et c'est très très bon. Ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc ça je connais pas du tout. On vous cite juste la boîte. Ah, on n'a pas l'auteur ni l'illustrateur sur le. Non, je les ai pas trouvés. On a cherché un petit peu, on n'en a pas retrouvé. Mais bon, donc je peux pas les noter là, mais il y a sans doute un auteur, un illustrateur. Medieval Academy, un jeu de Nicolas Poncin, publié par Blue Cocker, c'est la réédition 10 ans après la sortie du jeu de draft familial, accessible à tous et qui permet justement de découvrir cette mécanique avant de passer par exemple à d'autres jeux comme Seven Wonders. C'est la même mécanique de base, c'est un classique aussi, ça ressort dans une nouvelle version chez Blue Cocker. Minidice, donc ça c'est la version de Skull King mais en D. Je le résume comme ça, mais c'est vraiment le cas. C'est signé par Manfred Reindl et c'est publié par Yellow. Tiens, ça arrive cette semaine. D'essayer du coup. Nous avons Moon River, donc le jeu de Bruno Catala et de Johan Servet qui est publié par Blue Orange, qui reprend une partie de la mécanique de King Domino, mais cette fois-ci avec des dominos que vous allez composer vous-même en assemblant des tuiles les unes aux autres. Vous allez créer vos propres dominos et vous voyez que le nom qui est vraiment mis en avant, c'est pas Domino, c'est marqué en haut à droite King Domino System. C'est Moon River, c'est un nouveau jeu à part entière. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais j'ai vraiment très envie d'y jouer à celui-là. Nucleum, on en a parlé. Simone Luciani, David Tursi, c'est publié par Intrafin. Et j'ai pas eu. Beaucoup de gens me disent alors, t'as pensé quoi de Nucleum? Et je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Je dois y jouer rapidement, là, normalement. Mais j'ai entendu dire que c'était un brass survitaminé. D'accord. Ça a du brass dedans, ouais. Mais survitaminé, quoi. Moi, j'ai regardé le plateau, je suis resté à côté un moment, j'ai eu envie de me lancer, tout ça, j'ai hésité à le prendre, et puis j'avais pas le budget là sur Essen, donc je ne l'ai pas pris. C'est des grosses boîtes encore. Des petits twists très attirants dedans. Ouais. Donc celui-ci, on verra, on en reparlera peut-être éventuellement plus tard, mais toi, tu l'as pris ? Non, je l'ai pas encore. J'ai quelqu'un avec qui normalement je pourrais y jouer, mais j'aimerais vraiment essayer de ce jeu. Seigneur des Anneaux, JCE, les 2 tours. Donc on passe rapidement sur ce jeu-là. Septima qui est publié également en version française. Donc le KS est arrivé il y a peu de temps puisque c'est un jeu à l'origine qui a été... c'est Mindclash qui fait celui-ci, je me trompe Oui, je crois. Oui, c'est Mindclash et c'est localisé par Super Meeple. Et ça a été un jeu hyper attendu dans l'univers enfin, c'est les sorcières et les potions et tout. Et je vais faire un live dessus samedi, ce week-end. Je suis hyper impatiente parce que je n'entends que du bien autour de Septima. Ouais. Peut-être pas toi, mais... Un peu plus léger que les précédents jeux de Mindclash. Par exemple, on a eu Voidfold qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment très très costaud. Celui-ci est annoncé comme plus léger. J'ai pas joué non plus, mais j'ai ma boîte. Donc pareil, j'ai hâte d'y jouer également. Voidfall, c'était vraiment formidable, mais c'était vraiment 8 heures pour faire une partie. Et là, oui, c'est plus léger. Donc moi, ça m'attire beaucoup quand c'est un petit peu plus léger. Voidfall, j'ai pas fait, par exemple. Donc, c'est signé par Robin Egedus. Terraforming Mars, le jeu de dés, donc toujours par les frères Frixelius. C'est publié en version française par Intrafin. Moi, j'y ai pas joué, donc je peux pas vous en parler, mais toi, tu y as joué. Hein. Alors, j'y ai joué à Essen, j'avais beaucoup aimé. J'ai des avis divergents dessus. Certains l'adorent, certains l'aiment beaucoup moins, disent mais pourquoi avoir fait encore un Terraforming Mars ? Franchement, moi je trouve que ça fonctionne et je le fais en live ce soir sur ma chaîne si jamais vous êtes de passage. Nous avons The Art Project par Florian Siriex et Benoît Turpin, un jeu coopératif très élégant, illustré par Vincent Dutray et publié par Lumberjack Studio. Vous en avez parlé pendant les Sabliers d'Or, je pense que vous connaissez ce jeu. Ensuite, on enchaîne avec The Great Split de Lorenzo Silva et Almar Har, publié par Yellow. On en a parlé pendant longtemps, celui-ci. Donc, ça y est, il arrive en boutique. Il est très attendu également. C'est illustré par Weberson Santiago. Et celui-ci aussi est très élégant, graphiquement. Très, 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 très beau jeu, très élégant et très agréable à jouer. C'est vraiment un jeu à jouer au moins une fois. Il faut l'essayer. C'est un jeu de draft autour de la table. Tout le monde joue en simultané. On va monter sur des pistes. C'est extrêmement simple, évident. Il faut le faire une fois. Il y a des gens chez qui ça marchera pas, c'est sûr, mais c'est vraiment un chouette jeu, The Great Split. On a une vidéo qui arrive sur ce jeu-là aussi, on va vous le présenter. C'est un peu dans le même esprit qu'un Seven Wonders, c'est bien si vous êtes 7, parce que c'est des jeux qui prennent le même temps à 2 qu'à 7. Donc.
Waterfall Park par Karsten Hartvig. C'est une réédition chez Repoprod d'un jeu qui s'appelait Chinatown à l'époque, mais dans un style graphique, mais alors complètement différent. On a l'impression qu'on va avoir un petit jeu familial rigolo et sympathique. Attention, hein, ça c'est le vrai jeu dans lequel on trahit ses partenaires de jeu autour de la table, on fait des alliances et on les rompt. C'est le genre de jeu sur lequel vous pouvez vous disputer si vous n'êtes pas suffisamment civilisé. Voilà. Et j'avoue que moi, la refonte est un peu violente en ce qui me concerne. Visuel, je trouve ça extrêmement sucré. Ouais. Mais bon, c'est plus dans l'air du temps que Chinatown, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que là, je vous sers un petit verre de poison, mais j'ai mis beaucoup de sucre dedans, donc vous inquiétez pas. Et vous allez avoir des sensations fortes. C'est le pudding à l'arsenic. Il était très attendu, le Welcome Collector Edition, on en a beaucoup parlé sur notre chaîne, on a eu l'occasion de vous le montrer sous tous ses angles, je pense que vous le connaissez par cœur ce jeu-là, ça y est, il est en boutique, vous allez pouvoir avoir votre boîte collector avec tout ce qu'il faut à l'intérieur de ce grand classique du Roll & Write. S'il ne faut en avoir que 100, celui-ci en fait partie. Clairement, celui-là, il serait dans ma collection même de 50 jeux à garder toute sa vie, je trouve que c'est un Roll & Write exceptionnel, qui n'a pas pris une ride. Ouais. Et quand même, le vrai truc de cette édition collector, c'est qu'à l'intérieur, vous avez 6 feuilles illustrées par 6 illustrateurs différents, dont Christine Alcouf, Maud Chalmel, Weberson Santiago. Enfin, c'est vraiment une super boîte à avoir, quoi. C'est un objet, moi, je suis trop contente. Je trouve que c'est un formidable jeu. Il y a deux aspects dedans. Il y a effectivement le côté collector avec les illustrations, le matériel qui est super classe, qu'on a envie d'avoir chez soi. Et puis de l'autre côté, tout le contenu ludique qui est dedans également. Donc les deux aspects sont réunis. Très belle édition. Et on termine avec Western Legend Showdown, un jeu d'Erwan Record qui est publié par Matago dans leur petite gamme de micro-games. Et là, pour le coup, je pense que c'est Matago qui est à l'origine de cette version-là, parce que les précédents, c'est aussi l'adaptation des Button Shy, des jeux qui ont été diffusés en version anglaise et qui sont publiés en France par Matago, mais ils ont leur propre création à l'intérieur de cette gamme également. Western Legend, vous connaissez peut-être ce titre, ce sont des gros jeux de western qui prennent beaucoup de place. Là, c'est juste une petite pochette avec quelques cartes à l'intérieur. Et on a fini. On a fini. Et combien de ces jeux on a envie d'avoir dans notre collection? Beaucoup, j'ai l'impression quand même. Hein. Ça fait, si on veut avoir tous les jeux qui nous paraissent indispensables, là je regarde, il y en a quand même pas mal qu'on aurait envie de garder. Là, ce mois-ci, c'est compliqué de faire une sélection. Moi, bien sûr, je mettrais le Welcome to tout en haut parce que je trouve que c'est un objet, en plus d'être un jeu formidable, un objet à avoir absolument. Mais après, je mettrais Septima pour des raisons d'affinité personnelle. Parce que oui, mais puis il y a Malfi, puis Cartagena, si on ne l'a pas encore, il faut l'avoir. Et puis évidemment Humanity, Castle of Mankin Ludwig, c'est un de mes jeux favoris de tous les temps, c'est impossible de ne pas l'avoir. Vous voyez, il y a quand même pas mal. Heredity, on ne va pas mettre Heredity, mais si, il faut acheter Heredity, c'est indispensable. Si, bien sûr qu'il faut Heredity, bien sûr. Non, Kids Chronicle, on vous a dit que c'était une super gamme Medieval Academy pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est super jeu, Moon River, c'est très agréable en famille également. Terraforming Mars, le jeu de dés, je le connais pas, mais c'est très bien. The Great Split, on vous a dit qu'il était très, très chouette également. Débrouillez-vous, hein. Débrouillez-vous. Voilà, les banquiers des gens vont venir nous faire la... c'est effectivement un mois très, très compliqué. Et j'ai pas tout mis. J'ai pas mis tous les jeux qui sont sortis parce qu'il y en avait trop là sur cette semaine. Alors, on a fait une petite sélection. On sait que ça risque de se calmer un petit peu en décembre. C'est-à-dire que là, tout va bien. Non, mais après, faut pas non plus avoir des réactions outrées sur le nombre de bonnes sorties qui sortent. On est dans une période riche, on a le choix, on a l'embarras du choix, et vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les jeux. C'est le plaisir de se dire, celui-là, je l'ai choisi, j'ai l'occasion de le ramener, et après, on compte aussi sur les copains, sur les clubs de jeux, sur les ludothèques pour pouvoir jouer aux différents jeux qui sortent. C'est pareil dans tous les domaines, on peut pas voir tous les films, on peut pas lire tous les livres, on peut pas écouter toutes les musiques. Tout à fait. On choisit, ça fait partie du monde du jeu. On enchaîne cette fois-ci avec notre rubrique sur les financements participatifs. Jingle. Yes. Je m'imagine toujours des jingles super rock and roll. Ah oui. Un de ces quatre, je ferai des surprises. Je mettrai une musique, tu ne t'y attends pas, mais je ferai enregistrer une musique spéciale, un hymne.
à ce que l'on fait. Alors, quelques projets qui sont lancés en financement participatif. Le premier va nous amener à parler de nouveau de Rainer Knizia. On n'a pas beaucoup parlé encore dans cette émission. Il n'y a pas de jeu qui sort cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être Moi, un je petit pense coup de mou. une semaine sans Rainer Knizia n'est pas une semaine normale du monde Ouais. ludique. Mais c'est fou, il a vraiment, je compte plus le nombre de jeux qu'il a sortis cette année. C'est On le cite toutes les hallucinant. semaines. Alors là, c'est un projet participatif donc sur 2 jeux en même temps, plus un troisième qui est Zovadis, qu'on peut prendre dans le même bundle, comme ils disent. Le Zovadis est une réédition d'un ancien jeu. Cascadero et Cascadito sont en fait des nouveaux jeux, mais c'est le même jeu. La version normale et la version Roll and Write. Et c'est un jeu donc de Rainer Knizia. On peut le dire, l'illustration est magnifique. C'est de Yann O'Toole, c'est les boîtes. Tout le monde à Essen, on pouvait voir des boîtes de Kalimala qui étaient aussi illustrées par Yann O'Toole, un peu dans le même esprit. Et là, je sais pas, il illustre comme ça dans des tons un peu à l'ancienne, on dirait des images un peu médiévales. Ouais, c'est très chouette. C'est sublime. Et c'est pour donc le Roll and Write est pour 1 à 4 joueurs, l'autre pour 2-4. C'est à partir de 14 ans, des parties de 45 minutes. On est dans les jeux de stratégie et de pose et abstrait de Rainer Knizia, dans sa famille de jeux qu'on connaît un petit peu comme The Desert. Moi j'avais Durchdiwust, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, parce qu'on avait la version allemande, la première version du jeu. À travers la saucisse? Non, du Wust. À travers la saucisse. Pas du C'était Wurst. la blague avec les gens qui parlent pas très bien allemand, on appelait le jeu à travers la saucisse. C'est des jeux de connexion. À travers le désert, bien sûr. C'est des jeux de connexion dans lesquels on va placer à chaque tour des petits éléments sur le plateau pour essayer de relier aussi, parce que c'est le pitch du jeu. On va essayer d'amener de la sérénité dans un univers qui est de villes qui sont séparées les unes des autres, donc on va les relier entre elles, mais forcément il y a de la compétition sur le plateau, tout le monde veut faire les mêmes jonctions, on se bloque, il y a du blocage dans ce genre de jeu-là. Alors à la description, ça a l'air relativement simple, mais on nous dit qu'il y a vraiment peut-être plus de profondeur que dans à travers le désert, justement. Je ne sais pas s'il est encore disponible, ce jeu-là. Il a été publié par FFG, mais ça fait partie de mes classiques, des jeux que je ressors une fois tous les 2 ans, on va dire, grosso modo, et auxquels j'ai plaisir de rejouer. Je crois qu'il est question d'une réédition de À travers le désert. Quelqu'un dans le chat nous dit qu'il compte entre 31 et 37 jeux de Knizia sortis cette année. Si c'est vrai, c'est impressionnant. Je sais pas où est-ce comment il fait. C'est impressionnant. C'est beaucoup des rééditions, de toute façon. Donc là, il y a cette particularité d'avoir un jeu qui est un jeu de plateau qui va prendre un petit peu de temps quand même sur la table, et puis un roll and write qui est sur la même mécanique, mais avec des sensations forcément très différentes, parce que sur le roll and write, même si vous êtes en compétition sur des objectifs, vous avez chacun votre fiche, et on va pas avoir les mêmes sensations de jeu dessus. À noter qu'il y a également Zovadis qui est proposé en même temps sur ce Kickstarter-là, qui est la réédition de Quo Vadis, mais dans une version Zo. Et très très jolie également. Et c'était Guillaume qui nous informait de ça dans le chat. Mister Shifumi. Mister Shifumi. Voilà, ça c'est le Kickstarter de Rainer Knizia de la semaine. Est-ce que... ça me tente très bien, moi, a priori. Alors, bien sûr. J'ai pas trop de budget depuis quelques temps, donc j'ai pas fait de Kickstarter. Est-ce que celui-ci va me faire replonger? Je ne sais pas, mais j'ai pas fait, mais notamment le Dragon Eclipse qui me tentait vraiment très très bien les semaines précédentes. Et je suis allé voir le Dragon Eclipse à Essen. Ça a l'air chouette, hein? Ah ouais, ça a l'air chouette. Ouais. Tu l'as fait, toi? Non, j'ai pas fait, parce que c'est quand même très cher. Ouais, c'est un peu cher. Et j'ai pas encore la fortune qui me permette d'acheter les jeux et les... Mais ça vient. J'ai entendu pas encore, ça veut dire que ça va arriver. Ça y est. Ça fait 20 ans la que fortune parle, arrive, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Non, mais il faut choisir, ça fait partie, on fait des choix de toute façon. On enchaîne. On enchaîne avec, alors je ne sais pas dans quel ordre je les ai mis, je regarde, Defenders of the Wild, qui est un jeu sur Kickstarter de Henri Audubon et T.L. Simpson. Alors Henri Audubon, vous le connaissez, c'est l'auteur de Parks et d'autres jeux d'ailleurs, mais c'est celui-là qui me vient en premier à l'esprit. Alors Parks qui était surtout très beau et pas forcément un jeu incroyable, mais très agréable. Moi, je garde un souvenir
tendre pour Parks. Moi, j'ai pas Même du si tout compris Parks. Je suis resté autant c'est vrai. Tokaido, je comprends tout à fait l'intérêt du jeu, même si la tension n'est pas folle autour des enjeux. Parks, je suis resté à côté. Il y a moi, Parks, je le vois comme une boîte d'images qui fait la collection de tous les parcs américains. Et il y a un jeu autour. Mais la vérité, c'est que c'est surtout les cartes qui sont importantes et le côté. Oui. En fait, c'était quand même un jeu qui était vendu pour faire la promotion des parcs américains. Et je le vis vraiment comme ça. Mais C'est bien sûr, ouais. presque un souvenir. Pierrot nous oui, dit le jeu. c'est Tokaido en moins bien. C'est pour ça que j'ai cité Tokaido, c'est parce qu'il y a une parenté dans la mécanique. Je suis resté un petit peu sur la même sensation, effectivement. Et Pierrot qui dit mais putain, c'est beau. Et oui, moi, c'est exactement ça. Je trouve ça si beau que je l'ai gardé parce que je suis assez fan de toutes les illustrations. Et donc, je peux aussi être superficielle dans la vie. Defenders of the Wild, qui est donc un jeu de Henry Audubon et T.L. Simmons, illustré par Meg Lemire et T.L. Simmons, est un jeu pour un 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 45-90 minutes, dans lequel c'est un jeu coop, dans lequel les animaux se liguent et se retrouvent entre eux pour lutter contre l'invasion des machines. C'est clairement l'histoire de la forêt amazonienne et de la déforestation, et les animaux se rebellent pour libérer, pour chasser les machines. Il y a 4 factions d'animaux qui sont le conseil, l'ordre, la secte. Alors ça, là je traduis, hein, donc c'est pas forcément ce mot-là, mais c'était The Sect en anglais, donc c'était bon. Et un dernier, c'est le Coven, et c'est le courage, la sagesse, l'invention, et les sorts et la magie. Et en fait, on va jouer des cartes face cachée à son tour, chaque joueur. Alors, c'est coop, chacun va jouer une carte face cachée d'une faction avec, on les voit les cartes à l'écran au début du tour, puis on va révéler et ça va nous donner bien sûr des possibilités d'action différentes et on va se déplacer, éliminer de la pollution, combattre des robots, construire des camps. Le but étant c'est on sent un feeling à la pandémie pour protéger la nature. Hein. C'est vraiment clairement ça le principe. Et chaque joueur va utiliser un nombre de points d'action qui va répartir entre toutes ces actions à son tour. C'est surtout, moi je le trouve assez joli, assez beau. Oui, il est très très joli, ouais. Et puis derrière, donc une mécanique assez simple de jeu coopératif. Ça me fait penser décrit comme ça à Dead Cells qu'on avait présenté l'année dernière, où effectivement les joueurs jouent également en essayant de communiquer de manière limitée, forcément, parce qu'on peut pas dire à la carte que l'on joue. On révèle des cartes en même temps, on essaie de les assembler pour faire la meilleure avancée collective. Dans Dead Cells, c'était dans des donjons, donc ça n'a rien à voir. Là, ici, on a un plateau qui est quand même bien présent et on est dans une situation de jeu de plateau, là, plutôt. Et là, on voit tout un livre et en fait, c'est que le Pledge réunit à la fois le jeu de plateau et un jeu de rôle dans l'univers du... C'est ça que je trouvais le plus intéressant parce que je trouve que le livre du jeu de rôle fait extrêmement envie. Ça fait partie de ces livres de jeu de rôle où on sait qu'on jouera jamais, mais parce que moi, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Mais j'ai vraiment envie de l'acheter et de me faire une fiche personnage avec cette magnifique fiche personnage qui est montrée dans un de ces animaux. Non, mais c'est vraiment, ça fait vraiment très très envie. Voilà pour ce jeu-là. On enchaîne avec un jeu qui s'appelle Merchants of Magic et qui est par l'auteur de Clan des Loups. J'avais pas vu cette info. C'est cool parce que j'avais pas été jusque là. J'avais regardé le brief du jeu, mais j'avais pas pensé à les regarder. C'est une réédition. Hein, c'est un jeu qui a été publié en 2021, qui se tient dans l'univers de Set et Watch. Et il y a de nouvelles extensions qui arrivent en même temps, et c'est l'occasion donc de récupérer ce jeu si vous ne l'aviez pas encore. Hop. Alors moi, c'est un jeu qui m'a fait envie quand j'ai regardé le petit pitch et vidéo, et du coup, je me suis dit tiens, on va en parler. En plus, c'est un jeu qui est pas dans mon souvenir, je vérifie, mais qui n'est pas trop cher. Merchants of Magic, il va de 19 à 62 €. Donc si vous voulez la complète, c'est cher, mais si vous voulez juste une boîte, c'est 19 €. Bon, avec les frais de port à 10 € bien sûr. qui triple presque le prix. Non, j'exagère, mais c'est en fait un jeu où on va en gros acheter des ressources et vendre des ressources, et les cartes, en fait on a des clients, c'est sous forme de cartes qui vont passer, c'est un roll and ride. D'abord on roule les dés, on récupère des ressources pour crafter des objets, et vous voyez les cartes qui défilent comme ça, en fait ce sont les clients qui viennent devant chez vous
et qui veulent acheter l'objet en question. Et soit vous l'avez crafté et vous pouvez le vendre au moment où la carte arrive devant vous, soit non, et ça va passer au joueur suivant, et lui, il aura l'opportunité de l'acheter, etc. Donc, on va voir comme ça les cartes défiler, en se disant, ah bah tiens, il faut que j'essaye de préparer cet objet-là pour que quand il arrive devant moi, j'ai pile ce qu'il faut pour vendre cet objet. Donc, c'est des objets type, c'est des armes, des armures, c'est des aventuriers qui viennent chez nous pour acheter les objets. Et il y a une extension effectivement qui est sortie, Dangerous Business et Drought of... Enfin, il y a 2 extensions, Dangerous Business et Drought of Dragons. Et Dangerous Business, c'est que vous allez, enfin je crois que c'est celui-là, vous allez avoir une petite fiche en plus qui est votre, et j'aime bien l'idée, aventurier sponsorisé par la boutique, qui va partir avec tous les équipements qu'il aura récupérés grâce à la boutique, affronter des monstres. Je trouvais ça très marrant. Donc moi, ça marche très très bien sur moi, ce genre de thématique. Ça m'a fait un petit feeling à la role player, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai envie d'essayer, du coup. Ça attise ma curiosité. Et c'est un jeu de Clarence Simpson, illustré par T.L. Simmons et Boris Stanisic, si j'ai pas fait d'erreur. T.L. Simmons, qui était aussi l'illustrateur de Defenders of the Wild. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, c'est le même illustrateur pour les 2 derniers jeux. Et ça se termine le 27. Alors, j'ai oublié de dire, mais pour les jeux de Rainer Knizia, ça se terminait le 3. Non, le 3 octobre, effectivement. C'est fin le 3 octobre. C'est des jeux qui seront que vous pourrez récupérer de septembre, entre août et septembre et octobre 2024. Tous ces jeux dont on vous a parlé pour l'instant. Ça doit pas être fini le 3 octobre, ça, parce qu'on est le 12, donc ça doit être fini le 3 novembre. Bon, on a noté le 3 octobre, mais c'est pas la bonne date, pardon. Ça doit être moi qui me suis trompé. Le 14 octobre se termine Defenders of the Wild et le 27 octobre se termine The Merchants of Magic. Et alors le suivant, je n'ai pas regardé celui-ci, donc là j'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Un jeu avec des dinosaures. Oui, j'adore les dinosaures aussi. C'est Cretaceous Rails. C'est le genre de jeu avec des thèmes à coucher dehors, mais moi que je trouve rigolo. En gros, parc d'attractions. Alors, c'est pas tout à fait un parc d'attractions, c'est un peu un voyage dans le temps. On est dans l'ère de Crétacé et on va se promener dans des trains. Alors, est-ce que c'est des trains qui voyagent dans le temps ou est-ce qu'on a un parc d'attractions? J'ai pas tout à fait compris, mais en tout cas, il y a plein, comme vous voyez, on va avoir un plateau avec plein de dinosaures, des arbres, des touristes, etc. Et on va construire des réseaux de tramways, de trains, de touristes au milieu de tout ça pour aller justement faire visiter notre parc ou faire visiter cette période magnifique à des touristes. Et entre ces moments, ils vont venir se détendre dans notre complexe, c'est-à-dire que, en gros, il y a de la création de réseaux sur le plateau central avec des lignes de train, et il y a à la fois une construction de tableaux sur notre plateau personnel qui sera notre complexe touristique avec des animations et des trucs très sympas. On va aussi avoir des pistes, on voit sur lesquelles on va monter en fonction des dinosaures qu'on aura visités. Enfin, on va scorer en fonction de de l'expérience que les touristes vont vivre. Et tout ça se passe avec le petit plateau que vous voyez là, avec les tuiles blanches et les actions. En fait, à votre tour, vous posez votre pion à l'intersection de 2 tuiles et ce sont les 2 actions que vous allez pouvoir faire. Et donc, ce tableau va changer à chaque manche. Et donc, ça, c'est un petit système original de, en gros, sélection d'actions, placement d'ouvriers. Et voilà, c'est un jeu qui sort chez Spillcraft Game de Anne Journey. Donc c'est Anne, si je ne me trompe pas, c'est un prénom féminin. Illustré par Graham Burcombe, pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de 45-120 minutes. C'est de 75 à 109 € au niveau des pledges. Ça se termine le 24 octobre. Il y a un énorme fretboard de 21 € minimum et c'est livré en octobre 2024. Voilà pour ce jeu-ci. On a Pierrot qui nous dit en direct qu'il va aller faire un déménagement. Alors, il y a une loi qui est passée il n'y a pas très très longtemps. Les dessinateurs subissent les effets effectivement des intelligences artificielles, mais par contre, on a le droit de ne plus faire les déménagements normalement. Je crois que c'est la compensation qu'on a parce que c'est dangereux de porter des cartons, ça risque d'abîmer les mains. Donc, sache-le, je crois que l'info n'est pas arrivée jusque toi. Tu n'es pas obligé d'aller faire le déménagement.
c'est quelques news comme ça qui passent, hein, c'est Faut important. pas abîmer ton outil de travail, tu vois? Ça serait quand même On dramatique. a un dernier projet en Oui, financement participatif dont on souhaitait absolument vous parler parce que vous avez tous incroyable! des problématiques qui sont importantes, des problématiques qui consistent quand vous avez un plateau, que vous recevez votre plateau, que vous voulez le poser sur la table. Parfois, ça se pose pas bien, il se redresse, la pliure est mal faite, c'est compliqué. Et dans ce cas-là, vous pouvez pas jouer, quoi. Et jusqu'à présent, on n'avait pas d'autre solution. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais, que de poser le plateau sur la Délire. route et de rouler avec ma voiture dessus plusieurs fois en avant, en arrière, pour bien l'aplatir, pour pouvoir faire la partie derrière. Heureusement, tout va bien. On a une solution qui a été trouvée et que vous allez pouvoir pledger en urgence, je pense. Les attaches plateau, comment on le prononce en anglais, les board butlers. Board Butler, waouh, hey, tu l'as bien fait. Hein. Mais tu sais, souvent, je prononce des trucs et après je me rends compte, parce que je me rends compte, c'est ça le problème. Si je me rendais pas compte que c'était pas le bon accent, tout irait bien, mais moi je me rends compte. Et du coup, là, ça devrait être pas trop mal. C'est des petites attaches que l'on va pouvoir placer sur son plateau. La solution a été trouvée. Tu vois, je m'étais jamais posé en vrai la question de comment on peut résoudre ce problème. J'en étais jamais arrivé au point où je me disais qu'il y avait un problème. Mais ça y est, maintenant j'en ai conscience et je vais plus pouvoir vivre sans, c'est pas possible. C'est tout à fait un problème. Je trouve ce projet participatif absolument inutile et indispensable à la fois. C'est-à-dire que je sais que des gens vont dire mais à quoi ça sert ? Et moi, je pense que c'était indispensable. C'est incroyable. Il faut des gants, par contre, pour pouvoir poser sans trop abîmer son plateau. Oui, les petits éléments en plastique. Cette démonstration. Ouais. Mais effectivement, le Tinrone dans le chat nous spécifie que forcément, ça va le surélever légèrement. Mais je préfère un plateau légèrement surélevé qu'un plateau en pente. On voit tout à fait ce truc où les pions glissent, les tuiles glissent. Moi, j'ai des plateaux, ils sont vraiment en V, quoi. C'est avec le temps. Donc, je trouve cette idée absolument géniale. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, moi, je évidemment, pledge direct. C'est le truc. Et puis on peut se servir aussi de ces petits éléments en plastique des fois pour attacher ses billets ensemble. Tu sais, quand il se balade dans son portefeuille où il y a beaucoup trop de billets, on ne sait plus quoi en faire. On peut les prendre aussi pour attacher des billets. Donc on peut en acheter plein. Ça paraît indispensable. Alors ça vaut une quinzaine d'euros. Je plaisante un petit peu. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à le faire. Évidemment, moi ça me paraît pas. J'ai jamais eu d'exemple où je me suis dit il me manque vraiment quelque chose. Moi oui. Moi, j'ai 1 ou 2 jeux qui sont complètement en V et j'aimerais bien. Après, c'est complètement inutile, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on peut s'en passer. Mais alors, je vois les sceptiques dans le chat qui disent « Ah oui, mais ça va changer en fonction de l'épaisseur du plateau. » Non, alors apparemment, ça s'adapte à quand même beaucoup de plateaux. Puis l'épaisseur d'un plateau, c'est quand même une taille assez standard. Ça fait pas de 3 mm à 6 cm. Ça reste à peu près toujours la même taille. Et Monsieur Guillaume dans le chat nous dit « J'ai trop peur que ça arrache le plateau. Impossible pour moi, ça va me stresser encore plus. » Oui, mais un plateau déformé, c'est déjà un plateau abîmé. Donc non, moi, je suis assez fan. En plus, ils ont montré, une fois que tout est bien attaché, on peut déplacer le plateau. Alors, je suis pas sûr que je renverse pas tout quand même. Avec tout le matériel. Mais ça c'est un truc que je fais souvent. Par contre, déplacer le plateau, j'ai des grandes plaques du coup au chalet sur lesquelles je pose le plateau avec la mise en place et puis je l'emmène d'une pièce à l'autre. Des fois, on va se promener avec. Ça nous arrive assez régulièrement. Bon voilà. C'est le petit projet supplémentaire surprise de cette fin d'émission. On a toujours un qui arrive comme ça en plus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous allez le faire et si vous allez acheter les gants blancs qui vont avec, effectivement, et qui paraissent assez indispensables. Je me vois bien, moi, en soirée, je dire, attendez, et sortir mes gants blancs pour installer les petits éléments qui accrochent le plateau, les enlever après et faire la partie, évidemment. Donc, on a fini. Bon, il y avait une extension d'un jeu que je trouvais super, mais c'est The Night Cage Shrieking Hollow qui est en cours de financement. The Night Cage, qui est un jeu qui est arrivé chez Yellow l'année dernière, qui est un jeu horrifique. Et l'extension a l'air quand même vraiment pas mal. Parce qu'on se souvient, c'est un labyrinthe qui est en constante transformation. C'est-à-dire, quand on avance et qu'on n'éclaire plus les tuiles sur lesquelles on était, on est dans le noir, on a juste une bougie. Alors, Monsieur Guillaume s'en souvient, on y a joué ensemble. Le couloir derrière nous disparaît et si on fait demi-tour, le couloir rechange et revient. Différent en fait, donc c'est assez chouette. C'était une idée très originale. Moi, j'ai adoré ce jeu. Pour moi, c'est le jeu d'Halloween. Et l'extension introduit une espèce de monstre affreux. Quand on tombe dans un trou, il y a une énorme bête qui
sur un plateau parallèle, il faut qu'on fuit sur un tout petit labyrinthe et la bête monte comme ça et ensuite elle arrive sur le plateau et c'est assez bien pensé. Je pense que ça met bien la pression, donc on le voit qu'à la fin de la vidéo, dans l'animation, ils l'ont montré qu'à la fin de la vidéo. Mais je trouve que l'idée est originale parce que ça fait vraiment arriver une énorme bestiole sur le plateau et voilà. Donc pour ceux qui ont aimé The Night Cage, dont je fais partie, ça peut être intéressant. Voilà, petite extension supplémentaire de dernière minute. C'était pour notre rubrique sur les financements participatifs. On arrive à la fin de cette émission, mais juste avant, on va vous parler, comme d'habitude, des vidéos qu'on a réalisées sur nos chaînes respectives. Vous avez l'embarras du choix. Si vous avez loupé certains jeux et que vous avez envie de vous immerger avec nous dans une partie, d'avoir simplement les explications, vous allez pouvoir retrouver sur nos deux chaînes pas mal de vidéos. On les passe en revue très rapidement. Hop, je cherche l'écran sur lequel j'ai mes captures d'écran. Voilà, hop. Alors, sur ta chaîne, tu as fait la partie d'Ancient Knowledge avec Marjorie. Qui adore, on adore Ancient Knowledge. Donc, super jeu, ça y est, il est sorti, le Sablier d'Or, il est disponible, vous pouvez tous y jouer à présent. Differentio, le fameux jeu qui rend hommage aux illustrateurs, mais aussi un vrai jeu sur les différences, il n'y en a pas tant que ça finalement. Cette partie que je fais avec Maud Chalmel, qui n'est pas l'illustratrice de Differentio, c'est assez rigolo. Tu as fait un Penelope Show, le numéro 84, et puis tu en as enregistré quelques autres qui sont disponibles sur Twitch, mais celui-ci, tu l'as déjà reversé sur YouTube. Oui. Et d'ailleurs, moi, pendant SN, j'avais eu le projet de poster toutes les vidéos où j'avais du retard, et bien sûr, je n'ai rien fait pendant SN. Donc pendant SN, tu voulais faire? Oui, j'avais emmené l'ordinateur pour poster les replays. Sûr. Et bien sûr, aussi, mais je fais jamais rien sur les salons, mais je prends quand même l'ordi au cas où. Voilà. Tout le studio, on emmène tout avec nous, la caméra au cas où. Donc au final, on fait rien. Sur Essen, j'aurais bien aimé moi avoir un box, un mini stand pour pouvoir débriefer en direct. Ça m'aurait plu. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Mais ça demande une organisation et puis un budget parce que ça doit pas être donné de prendre un stand. Aimerait avoir nous aussi, on voudrait un stand à la Dice Tower. Ah oui, voilà. On l'aura sur Cannes. Ça, on pourra le faire. Et puis, tu as fait une vidéo sur Humanity, je pense la première, j'imagine, parce que j'en ai pas vu encore sur d'autres chaînes. Tout à fait, c'était la première. J'ai fait la première, le premier let's play critique de Humanity que j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. On a fait une grosse erreur de règle pendant la partie à la fin, mais on le précise. Mais c'était vraiment un chouette moment. Et ben moi j'ai hâte d'y rejouer aussi parce que j'ai joué en version proto il y a longtemps maintenant, il y a 2-3 ans. Mais j'attends aussi de pouvoir y jouer avec la nouvelle boîte. On devrait tourner une vidéo, je crois que c'est fin octobre, avec Johan qui va venir au chalet nous le présenter. Sur notre chaîne, il y a eu pas mal de vidéos qui ont été diffusées. Je passe assez rapidement parce que c'est juste pour vous signaler. On a fait un... Oui. On a fait Pardon. C'est le léger décalage entre nous. Des fois, on se parle l'un sur l'autre. Désolé pour le chat et les gens sur YouTube, mais nous avons un léger décalage qui fait que des fois, on se marche un peu dessus. Désolé. On a fait la vidéo sur le canapé avec Philippe Despalières, donc ça vous pouvez le découvrir si vous voulez écouter toute cette histoire du monde du jeu que l'on évoque, évidemment beaucoup trop rapidement parce que c'est des formats longs, mais ça reste toujours trop court par rapport à tout ce qu'il faudrait raconter. Il y a eu 2 vidéos sur Castle of Madkin Ludwig, une que j'ai faite tout seul, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo tout seul. C'est intéressant aussi, ça m'a amené à réfléchir, à me demander si je tenterais pas des trucs de temps en temps. Dorf Romantique, là je l'ai pas fait tout seul. On avait les invités de Gigamic qui sont venus au chalet pour nous présenter le Spiel des Jahres de cette année. J'ai fait une partie hier soir en live avec ma nièce. On était hilar, on faisait n'importe quoi au niveau des tuiles. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Pour certains, c'est un non-jeu dans le sens où il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. On ne peut pas perdre à Dorf Romantique. Par contre, on peut être mauvais. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fluffy Valley, petit jeu pour enfants signé par Théo Rivière et Maxime Rambourg. Le canapé de Nostromo avec François Bachelard qui nous a présenté les jeux qui vont sortir en cette fin d'année. Il y en a quelques-uns qui arrivent. Trou Noir
un jeu de questions. Franchement, on s'est bien amusé. Moi, j'adore les quiz de manière générale. J'étais très content de pouvoir tourner cette vidéo-là. Et ça fait partie des quiz qui m'ont vraiment bien plu. Il y a ce côté un petit peu ambiance qu'on peut retrouver sur un TTMC, par exemple, avec plein de questions à l'intérieur. C'est chouette, j'y rejouerai avec plaisir. Welcome to Your Perfect Form, l'édition collector qu'on avait tournée il y a quelques mois et qu'on a diffusée là maintenant puisque le jeu arrive en boutique. Tokaido, la version 10 ans, 10e anniversaire de Tokaido, on a refait une petite vidéo sur ce jeu-là. La guerre des moutons, si vous ne connaissez pas encore ce grand classique de Philippe Despalières. On a eu l'occasion de faire, on remplit notre bibliothèque de vidéos également. Vous avez l'explication du jeu, la partie et une séquence de fin mémorable. Je vous invite à la regarder aussi parce qu'à la fin de la vidéo, quand vous aurez regardé la partie, vous aurez passé un bon moment avec nous. Elle est chouette cette vidéo. Il y a la séquence de boîte, vous savez, quand l'un des joueurs gagne la partie, il a le droit d'aller ouvrir une boîte et je pense qu'il y a eu une erreur de manipulation de contenu, il y a 10 fois trop de trucs dans la boîte, la séquence ne finit jamais. Et c'est longué, je me suis amusé au montage à vous montrer. D'habitude, j'aurais coupé, mais comme je trouvais ça très rigolo, j'ai laissé quasiment l'intégralité de cette séquence. J'ai coupé un petit peu quand même. Voilà, pour les vidéos qui ont été diffusées sur nos chaînes, vous pouvez les découvrir, vous pouvez les regarder. Il va y en avoir plein d'autres qui vont sortir parce qu'on en a tourné beaucoup des jeux qui arrivent justement cette semaine. On a un peu de retard dans la diffusion, là il faut que j'accélère. On manque de temps pour juste conclure les vidéos parce qu'elles sont toutes montées et il faut terminer les vignettes et le petit bout d'habillage qui manque parfois. Toujours tellement de temps à faire ça. Mais je suis admirative, hein, le nombre de vidéos que vous avez sorties là en 2 semaines, c'est un rythme. Moi je suis pas admiratif parce que j'ai un peu de retard et ça m'énerve d'avoir un petit peu de retard sur certains trucs. C'est là s'il y avait le fameux bouton pause dont je rêve en permanence, ce bouton qui consiste à faire pause, ok. On vieillit pendant que tout le monde est arrêté, on continue, mais je prendrai peut-être 2 semaines pour terminer tout ce que j'ai en cours, souffler un peu et faire quelques siestes. J'aimerais beaucoup avoir ce bouton-là pour pouvoir tout activer. Bientôt Landfeust, nous dit Rémi Saunier, effectivement, et j'ai plein de vidéos à terminer là. Non, je le veux aussi ce bouton pause. Merci. Ouais. Cool. Faut pas en abuser, hein, mais bon. Faut faire tourner aux copains. Voilà, c'était notre émission sur l'actualité ludique. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir partagé tout ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale d'actualité ludique puisque tu seras au chalet, Pénélope. Oui. Donc on va pouvoir l'enregistrer ensemble, on va pouvoir se mettre tous les deux là derrière la table et tu vas pouvoir voir mon installation farfelue avec tout devant nous pour pouvoir s'en mêler les pinceaux comme d'habitude, comme on le fait à chaque fois. Un vrai JT quoi, un vrai JT. Là, ça va être fou. On vous souhaite à tous une très bonne semaine et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos chaînes. À bientôt. À bientôt.